Déjà, je vous remercie pour la qualité de la présentation précédente, parce que ça fait du bien d'entendre le design qui sert aussi bien le quotidien des gens. Alors moi, je vais faire la suite, tout simplement avec l'application de ces méthodologies de design sur le retail, puisque c'est dans la finalité là où on prend contact avec le produit. Alors aujourd'hui, un espace de vente, c'est un lieu d'émotion. On l'aura compris, quand on travaille autant et qu'on investit autant en design sur un produit, on a envie que l'environnement de terminaison, le lieu d'exploitation du produit, soit en harmonie avec le produit en lui-même. Donc là, dans une première partie, je vais vous proposer un petit tour d'horizon, des tendances et des regards sur les modes et lieux d'un espace de vente aujourd'hui. Et puis on fera ensuite un point sur le design comme une arme efficace face aux défis d'Internet, puisque la plupart des réseaux aujourd'hui de magasins ont une frayeur terrible de l'arrivée d'Internet, et on va savoir pourquoi et comment, justement, ça peut être un complément de vente, les méthodologies, puis des retours d'expérience. Alors, je rebondis, tout à l'heure, on n'imaginait pas un produit sans design, mais on n'imagine pas de la même manière un magasin sans design. C'est impossible. Donc avant la bulle d'Internet, il y a une vraie tendance qui s'est passée, c'est qu'avant la bulle Internet, un magasin, c'était un lieu d'écoulement de marchandises. On en avait besoin, c'était un outil de passage. Il y avait une usine, on faisait du produit, et puis on avait le magasin, c'était le lieu de contact avec le client. Et du coup, c'était le seul canal de distribution. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, et ça a repositionné le design, et ça a redonné une vraie chance aux designers de retravailler avec tout un secteur de métier qui, sans le design aujourd'hui, aurait du mal à pouvoir exprimer tous ces défis. Alors, pourquoi les années? Donc, Internet, on l'a compris, Internet, ça a été la multiplicité des canaux de distribution qui ont mis en péril le canal physique, rien que par le modèle économique. Quand vous devez tenir 760 magasins et que vous avez un système Internet qui propose un prix 2 fois moins cher, il faut créer une différence. On l'a tous vécu dans un réseau physique. Donc, la réponse du marché... Alors, il y a eu 2 tendances importantes qui se sont passées. C'est donc la thématique multiple avec l'émotion, tous ceux qui ont voulu créer un magasin ultra émotionnel, et puis les ultra pragmatiques, comme Decathlon l'a fait, ou comme des systèmes de libre service, de tout ce qui est du faites-le par vous-même, le vrac, etc. Et puis l'autre tendance, donc accrue des scénarisations en donnant une plus grande valeur aux clients, en voulant réenchanter le point de vente, comme réponse justement au lien avec le consommateur. Donc les tendances de l'architecture de commerce, on va un petit peu voir ce qui s'y passe aujourd'hui. Donc en fait, le design émotionnel au secours des enseignes, comment il est intervenu. Donc il y a eu plusieurs tendances et positionnements par rapport à donc, cette arrivée d'Internet dans les années 2000. Donc il y a eu les tendances du mini-lab, le premium. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Donc à chaque fois que vous avez une expression dans une marque, vous avez un positionnement de cette marque et vous avez la réponse, évidemment, la réponse culturelle au positionnement en provoquant sa reconnaissance et son inscription dans l'histoire. Alors on retrouve plusieurs styles et tendances avec des leaders d'opinion qui sont importants. Donc avant, les leaders d'opinion, c'était Louis XIV, etc. On créait des références par rapport à ces historiques-là. Aujourd'hui, eh bien, c'est des gens comme Stark, c'est la mode, etc., qui permettent de donner une directive et inscrire dans la mémoire collective le parti pris du positionnement. Alors, en réseau, dans les pragmatiques, donc vous avez des designs que vous verrez avec des réponses complètement différentes sur des styles très, très, très épurés, ou alors où vraiment on retrouve à chaque fois une scénarisation autour du produit, jusqu'au style ultra pragmatique où le prix est l'élément premier du choix et du choix du consommateur. Alors ensuite, vous avez les magasins premium où là, on a vraiment voulu créer l'expérience avec un produit ultra scénarisé. Donc le prix est cher, on lui donne de l'environnement, on lui donne de l'espace. On sait tous aujourd'hui que le plus grand du luxe, c'est l'espace. Donc à Paris, plus particulièrement, vu le prix du mètre carré. Donc là, c'est donner un produit, on le valorise en lui donnant une respiration autour. Donc c'est ce qu'ont voulu transcender ces marques à travers des espaces comme des lieux comme Bruno Moinard ou bien le Printemps de Paris sur des sonographies, sur des produits de... Voilà. Donc à chaque fois, le design permet de repositionner la marque et de recréer une ambiance spécifique autour d'un parti pris qui est celui du produit au départ.
Donc le style baroque. Donc là, on voit vraiment le travail de la création et on comprend à quel point le design ici est un élément hyper fédérateur de la réussite du programme, de l'applicatif du produit jusqu'à son lieu de distribution. Les théâtrales, avec là, on est vraiment dans l'effet showroom, avec l'anthropologie à Londres, tout un effet très très scénographique, où là, le designer est complètement dans son rôle prioritaire, où justement le positionnement passe évidemment par une vision ultra travaillée de la rencontre du consommateur avec son produit. Les traditionnels, donc un produit, un positionnement, on y retrouve son terminal avec un point de vente correspondant aux valeurs qui à chaque fois permettent au consommateur de retrouver son choix et valide son produit dans son environnement. Je suis bien à l'endroit où je suis, le produit est bien celui que je cherche. Les pop-up stores, alors ça c'était aussi une tendance où les designers ont vraiment eu un jeu à repenser complètement, c'est-à-dire ces fameux magasins éphémères pour retrouver, puisque le consommateur ne vient plus au magasin, donc on essaie d'aller à lui en créant un concept de magasin éphémère où on se positionne à des moments forts pour pouvoir lui parler et faire communiquer sa marque, créer de l'expérience directement sur les lieux de vie des clients. Alors, les thématiques très poussées, où là, vraiment... alors, je ne sais pas, je vous le donne en mille, ce que vous devenez, si vous savez de ce que vend ce magasin, si quelqu'un reconnaît, imagine ce qu'on peut y vendre là. Eh bien là, on vend du yaourt fruité. Donc là, on est vraiment dans l'aspect scénographique, et on vient parce qu'on s'y sent bien. On vient parce que on aime le produit, et on est à l'apologie du design qui matche avec sa forme et son environnement. Alors, d'autres exemples très poussés où, dans des magasins de jouets, eh bien, on travaille vraiment sur la scénographie avec Imaginarium à Barcelone qui a fait un flagship très très innovant en créant vraiment l'expérience au cœur du magasin, ou alors ce magasin de poupées qui a complètement repris l'idée de la maternité et du coup qui replonge l'enfant en achetant sa poupée directement avec l'image de la vie. Donc c'est un trait humoristique qui fonctionne assez bien. Donc les minimalistes, donc on retrouve toutes les tendances de la mode, en fait, on retrouve toutes les tendances des partis pris à chaque fois dans la réflexion du magasin, que ce soit dans le textile ou bien dans la bijouterie ou même dans l'alimentaire. Aujourd'hui, on retrouve tout à fait un phénomène de boutique hyper minimaliste dans l'alimentaire avec cette mode et cette nouvelle tendance. Donc les magasins spectacles, avec là complètement, on est dans le musée, hein, on est dans le phénomène de... Donc ce qu'avait voulu faire Nike en rencontrant directement ses clients dans la surexposition des produits, et créant un phénomène de présentation où on marque le consommateur et on s'inscrit dans la mémoire collective comme un phénomène de marque. Bon, alors là, on expose des produits de design, donc évidemment, l'environnement doit aller avec. Et donc, on s'expose au même ton et dans les mêmes normes que les produits et dans la même qualité. Vous retrouvez une scénographie très graphique et qui surexpose les produits. Donc, on a vu à quel point, depuis les années 2000, le design était une réponse vraiment à l'expérience, comme une arme de défense à la montée de la concurrence des pure players, puisqu'aujourd'hui, il y a eu tout un travail de fond qui a pu être mené, et sans le design, ça n'aurait pas pu être possible. Donc, alors, l'intérêt sur du retail comme ça, c'est que là, par contre, sur l'aspect vraiment d'investissement de travail des honoraires du designer, on peut parler de ROI, puisqu'aujourd'hui, on est capable de quantifier en 5 ans sur des nouveaux concepts la valeur ajoutée que ça a pu rajouter. Donc là,
c'est vraiment un marché très, pour ça, qui est assez transparent à ce niveau-là. Donc en fonction des enseignes, en sachant qu'aujourd'hui, quand on refait une gamme ou toute une ligne de magasins, elle a une durée de vie entre 5 et 7 ans. Donc, pour parler pour moi un des meilleurs exemples du design animationnel au secours des enseignes, c'est ce qu'a fait, évidemment, vous l'aurez reconnu, le magasin Abercrombie, où ils ont complètement créé le magasin sur le lieu d'expérience. Un magasin à l'image de son produit, un lien logique entre le produit et son consommateur. Donc là, on est vraiment dans un lieu d'expérience commune et d'identification à sa tribu. La tribu vient acheter, on se reconnaît, on se retrouve, et on est dans le vrai lieu d'expérience. Donc, voilà, je suis dans ma tribu, j'accomplis mon acte et je me retrouve. Et là, il est important physiquement et on retrouve le point de contact expérientiel de la marque. Alors, nous, ce qu'on a pu proposer dans nos retours d'expérience et dans des projets qu'on a pu faire, alors, dans la grande tendance aujourd'hui, on sait que les centres commerciaux sont très, très friands d'expérience pour pouvoir faire revigorer tout leur flux de consommateurs. Aujourd'hui, ils vendent leur mètre carré plus au nombre de clients qui passent, mais bien au nombre de personnes qui rentrent, qui passent l'entrée du centre commercial. Donc, du coup, ils sont devenus à la recherche de nouveaux concepts qui soient non des lieux de vente, mais des lieux d'expérience pour attirer le consommateur comme on pourrait l'attirer dans un parc de jeux ou dans un parc d'attractions, pour pouvoir ensuite vendre son mètre carré un peu plus cher. Donc du coup, dans ce cadre-là, on a édité, on est allé un peu plus loin que proposer un design mais on a carrément édité toute une ligne de mobilier pouvant répondre, donc avec de l'interactivité, des jeux, et des points de rencontre. Et puis, donc voilà, ça a donné des lieux un petit peu insolites, comme ça, pour rompre un petit peu avec ce qui existait aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment une réponse aux besoins d'expérience. Et puis, donc pareil, hein, de recréer un environnement dans des lieux pédagogiques avec des moments de vie. Là, c'est pour un lieu qui s'appelle Les Petits Bilingues, qui est une enseigne qui fait de l'anglais pour des enfants et des jeunes et des plus vieux maintenant. Donc, recréer toute une gamme. Donc ça, c'est une petite entreprise qu'on a accompagnée sur justement tout le développement de la charte architecturale et l'identification d'un lieu qui soit homogène d'un point à l'autre. Donc voilà, donc on a retravaillé sur des chartes, sur des cloisons, sur de l'acoustique, etc., pour créer un peu une idée et l'inscrire dans la mémoire collective de la marque. Donc voilà, donc en conclusion, on a vu donc, que le design était venu vraiment comme un sauveur pour imposer aux marques, pour permettre aux marques de réfléchir sur leur visibilité et la qualité émotionnelle de chaque point de contact. Chaque point de contact est un potentiel, donc qu'il soit physique ou virtuel, avec le consommateur. Donc nous sommes passés de l'ère du cross-canal à l'ère du multicanal, avec une nécessité absolue de préserver ou créer un point de contact avec le consommateur sur tous les canaux de distribution, avec un message et une image toujours homogène et porteur des mêmes valeurs, ce qui sont les ingrédients en fait indispensables pour avoir une image forte. Donc c'est un travail de transposition importante. Et donc sans le design, on ne pourrait pas y arriver. Donc c'est travailler avec le marketing, mais ce n'est pas travailler à côté du marketing. C'est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, ensemble pour un objectif commun. Donc il n'est pas le design n'est pas en fait une science exacte par nature. Donc il est fait d'impulsion et de sensibilité. Et c'est en groupe et c'est dans les échanges qu'il se développe et qui permet d'être pointu, qui correspond aux attentes de la marque. Donc voilà, les conditions de sa réussite dépendent d'une maîtrise pointue de son bureau marketing, de la capacité du designer ou de l'agence à maîtriser la transposition cohérente et fidèle du message. Et ça, c'est un élément très très important, puisque quand vous travaillez sur ce genre d'éléments, vous êtes obligé, c'est transversal le design d'un magasin. Donc vous travaillez avec le marketing, vous travaillez avec les gens du commerce, vous travaillez avec les gens qu'on ne voit pas dans le commerce, avec ceux qui stockent, etc. Donc avec la stratégie aussi à court terme et à moyen terme. Donc ça demande d'avoir une vision globale. Et plus vous avez une vision globale de la marque, de ses attentes et de sa stratégie, plus vous pouvez travailler en cohérence avec ses attentes et j'ai envie de dire d'être sur un design gagnant qui sera le design de la marque et qui sera là dans l'objectif de faire du business. Parce que là, c'est du design
Là, on est vraiment dans le design du tout business pour le coup, puisque l'objectif absolu est de faire reconnaître le lieu comme le lieu de reconnaissance, enfin, de la marque et du consommateur, mais aussi de stimuler les ventes et d'augmenter le panier moyen du consommateur. Donc là, c'est pour le coup vraiment le design au service du business. Donc voilà. Merci beaucoup. On va attendre peut-être les questions du public. Est-ce qu'il y a des questions à Paris sur la présentation qu'on vient de voir? Vous avez présenté beaucoup d'exemples où c'est une marque qui est présente sur son magasin. Il y a le développement de chaînes qui sont liées à des marques. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir une démarche de design telle que vous la présentez pour des magasins multimarques? J'ai envie de dire, le succès d'une enseigne dépend de sa reconnaissance comme légitime par le consommateur. Plus vous allez y mettre de marques, plus vous allez mettre d'acteurs sur ce théâtre et sur cette scène. Donc, moins il sera reconnaissable pour une identité propre. Aujourd'hui, pour être moins comparé sur Internet, il faut avoir une marque forte et une marque clairement identifiable avec un bénéfice clair. Plus vous allez mettre d'acteurs sur la cour, plus vous allez brouiller l'offre. Donc j'ai envie de dire oui pour un multimarque. Maintenant, ça veut dire être justifié comme une enseigne. C'est moins facile, c'est évident. Après, ça dépend sur un secteur particulier et ultra spécialisé comme par exemple Decathlon, oui, pourquoi pas. Mais sur juste un monoproduit, c'est plus difficile. Ça dépend de... Il faut voir un peu plus de détails en quoi, mais c'est plus difficile. Ouais.